Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le petit écran vous a permis de devenir l'un des plus grands. D'après mes calculs, vous avez passé le cap des 8500 émissions. C'est dire si je me sens tout petit, on vous ressent aujourd'hui pour la 700e émission seulement des clés d'une vie. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Jacques. Mais 700, c'est bien déjà. C'est pas mal, oui. Ah ouais, c'est bien. Enfin, c'est moins bien que vous, mais vous avez un tel parcours que vous évoquez sur scène avec ce deuxième spectacle dont on va parler tout à l'heure. Mais comme d'habitude dans les clés d'une vie, je vais évoquer votre carrière à travers des dates clés, si vous êtes d'accord. Le trousseau est lourd. Oh là, je vous confirme, 8500 émissions sur l'INA, c'est quand même pas mal. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 24 mai 1972. C'est lié à une chanson. Il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur. Alors, avec le cœur, si j'ai choisi cette émission parmi toutes celles que vous avez animées, c'est que pour moi, c'est une émission clé pour vous, celle avec Claude François, Michel Drucker. Ben, c'est une émission clé sur toute la ligne, si j'ose dire. Oui. Parce que Claude, première prime time important, co-présenté par l'idole mythique de l'époque déjà, légendaire. Et puis c'est là où je vais rencontrer Dany. Donc c'est une émission qui aura beaucoup compté dans ma vie. J'ai beaucoup appris de Claude. Oui. Et plus tard, j'ai beaucoup appris de ma femme. Alors, non, je dis que vous avez beaucoup appris de Claude, parce que moi, je me souviens, je croisais dans mes jeunes années Claude François chez Castel, vers 1h du matin, et il imaginait la télévision, il imaginait ce qui est devenu la télévision aujourd'hui. Non, mais Claude était un visionnaire, quoi. C'était un visionnaire. Si Claude était là maintenant, il serait peut-être propriétaire de radio. De TF1. Il serait dans la... il serait dans le circuit Endemol, Benny J, toutes ces grosses boîtes actuellement qui sont à l'international. Oui, Claude, il aurait tout. Il aurait des journaux. Oui. Il serait toujours aussi tyrannique. Et je suis pas certain que tout fonctionnerait bien à condition qu'il ne s'occupe pas des affaires. Voilà. Car il n'était pas le meilleur. Mais Claude était un visionnaire. Et moi, j'ai beaucoup appris avec lui, avec le cœur, beaucoup. Mais dans les moindres détails. Il s'est même penché sur mon bas de pantalon de smoking Camps de Luca, qui était le fabricant de smoking, place de la Madeleine. Il a même commandé un micro avec venu d'Amérique, le même que Sinatra, Dean Martin avec dans leur talk show. Il a tout surveillé. Un détail, par exemple, il n'y a que lui pour voir ça. Il est arrivé sur le plateau, le sol était noir, brillant, très beau. Il dit, mais il est hors de question que les micros ne soient pas de la même couleur. Alors, quand le sol était blanc, les câbles de micro étaient blancs, et quand le sol était noir, il était noir. Et c'est pas un détail. Il surveillait tout. Et c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, Claude. Alors, il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans votre vie, quelques années auparavant, quelqu'un qui a également chanté. Et chaque fois, les feuilles mortes. La chanson de Prévert, Michel Arnaud. Michel Arnaud. Oh, quel beau document, Jacques. Quelle bonne idée. Parce que Michel Arnaud, avant d'être une productrice très influente et très, très proche du pouvoir politique de l'époque, des pouvoirs politiques... François Mitterrand, je crois. Et Pompidou, après. Oui. Mais c'était une chanteuse très importante dans la mouvance de Cora Vauquer, Barbara, tout ça. Et elle est devenue une grande productrice. Et je lui dois, objectivement, une grande partie de ma carrière, car c'est elle... qui m'a engagé pour une émission qui s'appelait Tilt Magazine, bien avant Claude. Et ça a été mes premiers pas sur scène en public où j'ai rencontré tout le monde. Mais surtout cette femme, elle était magique parce qu'elle était très cultivée, très brillante. Elle connaissait le métier par cœur, la télé. Elle avait beaucoup de goût. Elle transigeait pas justement sur la qualité des émissions. Et quand même, elle a eu comme pianiste au Miller Larsouille, le cabaret Rive Droite, qui était dirigé par son mari à l'époque, Francis Claude. Oui. Au piano, il y avait un certain Serge Gainsbourg qui sortait de sa période courte de peintre pour rentrer dans l'ère Gainsbourg. C'est pas rien. Et il y avait deux fans inconditionnels, les deux seuls d'ailleurs, qui étaient Yves Montand et Simone Signoret, qui venaient applaudir tous les soirs, et lui jouait de la musique avec Boris Vian. Oui, et au deuxième rang, souvent, il y avait un certain François Mitterrand et André Rousselet. Exactement, qui débutait. Alors,
Tilt, effectivement, c'était votre école. Heureusement, l'émission était en noir et blanc, parce que je crois que les vestes n'étaient pas tout à fait de bon goût. C'est Michel elle qui Drucker. m'avait choisi ces vestes. Elle m'avait remarqué à la télé, jeune, comme ça, dans un duplex approximatif d'une grande émission de fin d'année. Elle m'avait dit, je vous ai vu, ce que vous avez fait là était tellement compliqué que vous pouvez tout faire. C'était un duplex foireux, mais elle avait trouvé ça pas mal. Je suis resté 8 minutes à l'antenne pour commenter rien, pour meubler. Et elle m'a fait venir en disant qu'elle voulait faire une émission de divertissement avec un jeune et qu'elle m'a trouvé, voilà, mais elle m'a dit, il faudra vous changer complètement de look. Parce qu'elle m'avait dit, vous faites un peu province. Là, vous allez présenter Claude François, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan et vous n'allez pas présenter des résultats sportifs. Hein. Donc elle m'a amené chez Renoma, le grand couturier de l'époque, rue de la Pompe. Et j'ai eu du jour au lendemain un costume vert pomme Renoma, cravate bariolée à la Carlos et chemise rose. Voilà. Comme disait Johnny, ça m'a foutu un cul quand je t'ai vu. Alors, il se trouve que Tilt était aussi un magazine pour les jeunes à l'époque. Oui. On l'a un peu oublié, un magazine sur papier journal, qui était une sorte de journal People, Paris Match, avant la lettre. C'est vrai aussi. C'est un bon titre, Tilt. Hein. Ouais. Excellent. Excellent. Alors, il y a eu aussi d'autres émissions qu'on a oubliées, notamment, il y a eu une émission de 4 temps où vous avez permis à Michel Polnareff de rencontrer Vassarelli et à Charles Trenet de rencontrer Guémillo. Ça, c'est des souvenirs. C'est incroyable, vous avez retrouvé ça. Et ça, c'était justement la culture de Michel Arnaud. C'était une productrice très cultivée. Vasarely, on se souvient de la fresque de Vasarely qui a été RTL, la façade RTL, rue Bayard pendant 50 ans. Vasarely, je l'ai connu grâce à elle. Polnareff était un chanteur des rues qui faisait la manche sur les marches du Sacré-Cœur. Elle m'a présenté plein de gens. Elle était vraiment très brillante. C'était une intellectuelle. Du jour au lendemain, je me suis trouvé dans un univers qui était tellement à l'opposé du mien, qui était celui des reporters sportifs. Et là, j'ai commencé vraiment, pas à pas, à apprendre ce métier grâce à Michel Arnaud. Elle m'a présenté tout le monde, mais elle a fait découvrir plein de gens. Hein. Moi, j'ai croisé Kat et Maxime, qui était Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine. Voilà. Et la première émission de télévision de Philippe Bouvard, c'est avec Michel Arnaud sur les sosies. Oui, exactement. Absolument. Elle a découvert, si j'ose dire, Philippe Bouvard et moi. Alors, il y a aussi la difficulté de l'époque, les conditions techniques, c'était pas simple. Non, surtout un réalisateur qui était assez rocambolesque et assez fantaisiste, qui était Jean-Pierre Spiro. Oui. Qui a été le souffre-douleur de Michel Arnaud. Et effectivement, les micros n'étaient pas toujours bien branchés, Non. le son n'était pas bien branché, Non. mais à chaque fois, il fallait s'en sortir, donc c'est une façon d'apprendre son métier. Moi, j'ai tout appris avec elle. Comme je me suis trouvé à Douai, devant le beffroi de Douai, devant 3000 personnes, pour présenter le Tilt Magazine avec Johnny, qui était un peu dans les vapes parce que ça marchait pas très bien pour lui. Il revenait avec la chanson Noir c'est Noir, avec Polnareff qui ressemblait à François Sagan, qui était complètement bigleux. Il y avait Dutronc avec un cigare et déjà du cognac qui chantait Et moi. Il y avait que des inconnus et j'étais à tout tremblant. C'était l'Himalaya qu'on m'a fait faire. On m'a fait faire l'Himalaya alors que j'étais encore dans les rochers de Fontainebleau, quoi. C'était fou. Et puis, il y a une autre émission aussi qui a duré peu de temps, mais qui est un jeu qui s'appelle La Preuve par 4. Oh oui, alors. Ça, c'est étonnant, ça. C'est à Nice, Oui, je crois, ça. La Preuve par 4, et c'était sponsorisé par la régie Renault, Oui. par La Preuve par 4, sous-entendu la 4L. Oui. Et ils avaient trouvé le moyen de lancer la 4L par un jeu, la publicité n'était pas autorisée, mais voilà, la régie Renault, régie nationale, on a lancé la 4L, et il y avait un jeu qui consistait à faire entrer des étudiants, des vacanciers, le plus nombre d'étudiants dans la 4L. Et c'est drôle que vous me parliez de ça, parce qu'à chaque fois que je le raconte, mais c'est très émouvant pour moi, c'est que j'avais fait on était en duplex avec... comment il s'appelait Il y avait Jacques Solnès qui Il y avait travaillait Jacques chez Lux. Solnès, et il y avait quelqu'un d'autre également, dont j'ai oublié le nom, qui va me revenir, qui était un animateur célèbre à l'époque, qui a été l'instit. Il y a Gérard Klein. Gérard Klein. Et je me souviens qu'on était sur une place, la place du marché de Limoges, en duplex, quand on a entendu les sirènes arriver. Et il y avait un accident très grave qui est arrivé sur la route de Limoges, juste à côté. Et arrivé déjà dans le coma, et je lui ai pris la main avant de lui fermer les yeux, qui était le dernier mari d'Edith Piaf. Théo Sarapo. Qui était Théo Sarapo. Qui avait été sorti de son hôtel, qui allait vers la gare et une voiture a foncé sur lui. Et il était complètement dans le coma. Et c'est moi qui ai annoncé à la femme de sa vie qu'il était mort. Et la femme de sa vie de l'époque, c'était Jacqueline Huette. Speakerine de la télévision. Speakerine de la télé. Et il avait sauvé Edith Piaf, car il avait payé toutes les dettes d'Edith Piaf avant de mourir. Tout.
C'était un personnage étonnant. D'origine grecque, il avait chanté en duo avec elle. Oui, à quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour, absolument. Et puisque vous parlez des voitures, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, 28 Britanniques ont parvenu à rentrer dans une Mini. C'est le record du monde. 28 filles gymnastes qui ont réussi à se mettre devant, derrière, au centre. Dans une Mini? Oui. Une Mini Austin, 28 personnes. C'est le record du monde. Est-ce qu'il y avait des sièges dedans? Ah, je ne sais pas. Parce que c'est fort. Hein. C'est fort. Cela dit, dans la 4L, on avait battu un record également. Ça avait lancé cette voiture. Ouais. Et vous avez battu d'autres records. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 12 janvier 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Drucker pour la 700e des clés d'une vie. Il y a ce spectacle de vous à moi dont on va parler tout à l'heure. Et puis il y a des dates importantes. Le 12 janvier 1975, ça vous dit quelque chose? Première de ce générique. Les rendez-vous du dimanche. Ouais. Vous savez qui a écrit la musique de générique? Allez-y. Jean-Michel Jarre. Exactement. Voilà. Et C'est le première musique qui a rapporté des droits d'auteur réguliers à Jean-Michel Jarre. Bien avant Oxygène, bien sûr. Et première d'une émission qui va révolutionner la télé, parce qu'il y avait eu Télé Dimanche, il y avait eu le sport en fête que vous avez animé, mais là vous allez plus loin avec les rendez-vous du dimanche, Michel Drucker. C'est la première fois qu'on a sur le plateau des gens qui se croisent, où on mélange les genres. Il y a des sportifs de haut niveau, il y a des comédiens, il y a des gens de théâtre, il y a des gens de cinéma, il y a des gens de télé, il y a beaucoup de chansons. Et ça va être une aventure extrêmement importante. 5 ans. 5 ans. C'est un horaire qui m'a porté bonheur parce que 40 ans plus tard, j'ai retrouvé cet horaire en succédant il y a 20 ans à Jacques Martin. Mais le dimanche après-midi a été un horaire qui représente 30 ans de ma vie. Alors, comment sont nés ces rendez-vous du dimanche? Qui a eu l'idée et comment vous êtes-vous retrouvé aux commandes de cette émission? Alors, c'est un peu la cuisine intérieure. Vous vous souvenez de Guy Mardel? Bien sûr, qui a animé une émission. À vous jamais. Oui, et qui a animé une émission avec Luce Perrault. Luce Perrault, qui était sa femme, Guy Mardel, qui avait chanté à l'Eurovision, qui était qu'un avocat, qui a fait un tube incroyable. Qui est aujourd'hui rabbin en Israël. Oui, exactement. Tiens, il faudrait que je l'appelle quand j'ai raté la vie. Et donc, ils ont fait cette émission, et j'ai succédé un peu à cette émission. Et à l'époque, c'était Jacqueline Baudrier qui dirigeait la chaîne. Oui. Et quelqu'un l'a rejoint, qui était Jean Drucker. Et il y avait quelqu'un qui a joué un rôle très important, André Asseo. Oui. André Asseo était le directeur du divertissement. Et il cherchait quelqu'un le dimanche après-midi. Ça a commencé par la suite un peu de Télédimanche, c'est-à-dire on mélangeait le sport et les variétés. Télédimanche qui était né d'une émission de radio, parce que Raymond Marcillac avait fait de la radio, exact. Et il a importé à la télévision le principe de la radio. Présenté par Roger Lanzac et à la Maison de la Radio. Exactement. Et voilà, c'est là où sont nés Thierry Leluron, Mireille Mathieu, Georgette Lemaire, voilà, et beaucoup d'autres. oui, et la petite Lemaire aussi. Mais donc c'est né comme ça, c'était d'abord le divertissement et le sport. Et ensuite, ça n'est devenu que le divertissement. Et puis, il y a quelqu'un qui vous a apporté bonheur, que vous avez pratiquement eu toujours dans vos premières, c'est Michel Sardou. Michel, il a fait beaucoup de premières avec nous, Michel. Beaucoup. Et c'est vrai que quand je pense à Michel, je me dis quand même, bon, t'aurais pu chanter encore un petit peu, mais il voulait pas. Ouais. Il voulait plus, parce que l'homme de scène me manque beaucoup. Et on entend moins Michel. Mais quand on entend ses chansons, c'était... Non, c'était avoir Sardou comme premier invité, c'était quand même c'était bien. Il y en a eu d'autres après, mais c'est vrai que c'était un parrain extrêmement important. Il avait chanté ce jour-là, j'ai 2000 ans d'ailleurs. Oui. Et c'était l'époque où il était encore très ami avec Johnny. Il faisait beaucoup la fête avec lui. Oui. Je me souviens de soirées chez Castel et Matignon où tous les deux, on ne sait pas qui entraînait l'autre dans l'alcool, mais c'était joyeux. Castel, c'était le repère des fêtards. Oui. Et chacun observait l'autre, et il y a toujours quelqu'un qui se renseigne pour savoir qui on a vu chez Castel. Il y a eu Castel et Régine. Exactement. Alors, c'est aussi l'époque où vous êtes très sérieux, vous êtes habillé digne, jusqu'au jour où un Monty Python va vous faire tomber, Michel Drucker. Ah oui, ça je me souviens. Il a renversé... Je suis tombé avec eux. Les Monty Python, oui. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont démarré dans nos émissions, qui ont été des mythes après. Mais... dans les rendez-vous dimanche, sont passés, pratiquement tout le monde est passé dans les rendez-vous dimanche. Ensuite, il y a eu Champs-Élysées.
Mais les rendez-vous du dimanche, c'était extrêmement important, très important. Mais attendez, vous avez eu Fred Astaire, Gene Kelly, Paul McCartney. On a eu Robert Mitchum. Oui, et Mohamed Ali. Et Mohamed Ali. Ça faisait pas peur, Mohamed Ali? Oh, bah, c'est une séquence qu'on voit souvent. Il regarde mon brushing. Il y a Dalida qui est à côté. Et j'avais passé une journée avec lui dans Paris. Non, c'est vrai que Mohamed Ali, c'est une rencontre incroyable. Et en plus, on raconte que la première personne qui l'a mis KO, c'était sa mère à l'âge de 2 ans. Oui. Elle l'a laissé dedans. L'histoire, c'est assez étonnant. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'ai croisé tout le monde. J'ai croisé Montand, évidemment, De Funès, qui faisait peu de télévision. Tout le monde est passé déjà. Oui, et vous avez lancé une nouvelle forme d'interview, bienveillante mais informée. Ce qui n'était pas le cas quand vous alliez chez Jean Noin, C'est la première fois que j'entends cette formule, mais je vais la retenir. Bienveillante et informée. C'est vrai. Mais je préférais bienveillant que malveillant et mal informé. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça demandait beaucoup de travail, car vous avez toujours beaucoup travaillé. Oui, Michel beaucoup. Drucker. Mais à l'époque, bon, maintenant, j'ai un collaborateur éminent que vous connaissez, qui est Éric Barbette. Je lui rends hommage parce que c'est un lieutenant magnifique. C'est peut-être un des meilleurs assistants de la télévision pour moi. C'est plus qu'un assistant. C'est quelqu'un de cultivé, précis. Et puis, on forme un vrai duo. Et c'est vrai que avant de rencontrer Éric, je faisais moi-même mes fiches. Bon. Donc, la veille des rendez-vous dimanche, je m'enfermais dans mon bureau et j'écrivais patiemment tout ce que vous avez, vous, sous les yeux, parce que je travaillais beaucoup. Et vous êtes un exemple aussi, mon cher Jacques, parce que c'est vrai qu'à l'époque, vous, c'est la génération Bouvard, moi, c'est la génération Zitrone. Il fallait bosser. Hein. Et Zitrone, il bossait la nuit avec sa femme qui lui apprenait tout. Non, mais non, Zitrone, on peut en parler des heures. Non seulement il bossait la nuit et le jour, mais sur des sujets totalement différents. Quand je faisais répéter, moi, les Kazakhs du tiercé dans les contre-allées de l'avenue Bosquet le dimanche, je peux vous dire que c'était... Hein, on rigolait pas. Et le soir, il parlait avec Khrouchtchev, et puis le samedi suivant, il faisait Interville avec Guy Lux, sans parler du patinage, sans parler des têtes couronnées. Et donc, c'était un bosseur. Et comme j'étais son assistant, la première fois que j'ai travaillé vraiment avec lui, il commentait le 14 juillet. Et moi, j'étais à côté, et il n'y avait pas d'oreillette, il n'y avait pas de prompteur. Donc, je lui tendais les fiches. Je préparais les fiches, et il fallait lui donner au bon moment. Quand c'était la Légion, il fallait pas lui montrer l'affiche des Charles Leclerc. Hein, non. Et ça tombait pile. Et il était très, très dur, très tyrannique. Mais moi, j'ai beaucoup appris avec Michel Arnaud, une productrice de divertissement qui était extrêmement dure. Un jour, elle m'a dit une chose terrifiante. Elle était vraiment dure. Hein. Et devant Hugo Frey, il y avait Vartan, il y avait tout le monde. Toutes les stars étaient là. Et elle appuyait sur le bouton pendant que je faisais une interview qu'elle voulait que je refasse 7 ou 8 fois. Drucker, on change de ton. Hein, vous interviewez Hugo Frey, c'est pas mon copain Michel Jazzy. Oui, madame, très bien. Et puis à chaque fois, et un jour, elle m'a dit une chose terrifiante. Michel, devant tout le monde, elle appuyait sur le bouton, et tout le monde a entendu. Rappelez-moi de vous offrir le dictionnaire des synonymes pour Noël. Oh, ça, quand on pense à derrière les oreilles, je peux vous dire, ça rend modeste. Hein. Alors, il y a eu d'autres émissions ensuite, parce qu'il y a eu une émission Star qui a démarré au but de Chaumont et qui a fini au pavillon Baltard. Oui, absolument, exactement. Baltard, c'était une grande aventure, puisque c'était un endroit qui était le dernier pavillon des Halles qui avait été reconstruit au bord de la Marne. Par Roland Nagesser. Qui était un monsieur très important. Et c'est un peu grâce à lui, d'ailleurs. Et lorsqu'on a vu Baltard, on a lancé Baltard avant que ça devienne, après... la nouvelle star, tout le monde était à la Baltard après. Mais au début, on a défriché un peu tout ça. Et c'était formidable. On allait au bord de la Marne. C'était assez champêtre, cette émission. Et c'était notre passage à TF1. Le Star Baltard, c'était les 5 ans que nous avons passé à TF1. Car on oublie que je suis passé à TF1, que j'ai connu la grande chaîne privée à l'époque où il fallait faire 38% de part de marché. Et c'est autre chose. Et il y a eu aussi la première interview d'Elton John, je crois. Oui. Oh, Elton, c'est un souvenir inouï parce que après, je crois que c'était aussi Gabriel. Parce que la dernière émission de Star, on l'a faite à Gabriel, me semble-t-il. Et il a chanté ses chansons. L'émission s'est terminée. Il est resté au piano. Il nous en a donné 3 ou 4 comme ça en plus. Et vous vous souvenez qu'en Tunisie, vous avez mis le couvert le soir dans un hôtel et Elton John était au piano, il y avait une soirée. Oui. La tente qui nous abritait était en panne. C'était une histoire incroyable. C'était le lancement, je crois, de la maison Cartier. Oui. Hein, d'un nouveau bijou Cartier. Un nouveau bijou Cartier, c'était à Essaouira, je crois. Oui. Bon. Et puis, il y avait des tentes, c'était luxueux. Le monde entier était là. Tous les artistes étaient là pour recevoir un bijou Cartier. Et là, le vent s'est levé.
et le vent s'est levé. Ça a été effrayant. Toutes les tentes sont envolées 1 heure avant le gala, qui était un gala genre les grands galas de Monte-Carlo. C'était extraordinaire. Et là, on a fait comme on a pu. On a rapatrié tout le monde dans l'hôtel. Tous les femmes en robe du soir ont enlevé leurs chaussures. Oui. Les hommes ont enlevé le smoking. Fini le gala à top. Fini la distribution de bijoux classiques. Et là, Elton était là. Il s'est mis au piano. Et on a passé une soirée absolument extraordinaire. Il y a eu d'autres soirées, dont une particulièrement difficile, dont on va parler dans quelques instants, le 10 novembre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, 700e des clés d'une vie avec Michel Drucker. Quel honneur de vous avoir pour cette émission. Un spectacle de vous à moi dont on va reparler tout à l'heure puisque c'est dans toute la France. Et puis le 10 novembre 1984. Ce soir-là, ça a failli être vos adieux à la télévision à cause de cette chanson. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose. En plein direct, Thierry Leluron, sans vous avoir prévenu, pendant Champs-Élysées, chante L'emmerdant, c'est la rose. C'est pratiquement le début de mon nouveau spectacle. Oui. Où je raconte, je rends hommage aux nuls, à Coluche, à des proches et aux autres. Et ça commence par ça, sous les fenêtres de Mitterrand. Oui, ça a été... Alors, j'avais fait une tournée, une grande tournée, la dernière tournée d'Europe 1. J'avais demandé à Jean-Luc Lagardère, quand il m'avait engagé lui-même, je dis je rêve de faire l'Europe 1. La tournée, il me dit c'est la dernière année. Donc j'ai fait la dernière tournée, c'était Thierry la vedette. Il y avait Stone et Chardin en première partie, il y avait des ballets brésiliens, il y avait qui d'autre? Il y avait Catherine Lara. Et donc on a fait une tournée inoubliable avec Thierry. Et à la fin... En sortant tard le soir. Oui, ou tôt le matin. et donc... on avait fait des plages et des plages et des plages, c'est magnifique. Et il fait l'émission à la rentrée Champs-Élysées. Et il me dit, pour la rentrée, je te fais une surprise. Oui. Je te fais une surprise. Donc il a réécrit la chanson l'après-midi sans me dire ce qu'il allait faire. Il me dit, je te fais la surprise le soir. Et c'était ça. Il faut savoir quand même qu'il a fait chanter cette chanson à toute la salle. Il y avait Jacques Chazot au 3e rang. Oui, qui hurlait de rire. Et moi, plus il chantait ça, et puis je me disais, bon, Pôle emploi, ça y est, t'es à Pôle emploi lundi, c'est fini, etc. Et... surtout que François Mitterrand, qui regardait souvent l'émission, il me l'a dit, il y a le générique, tout ça. J'ai dit, mais je le dis dans le spectacle, s'il avait ses fenêtres ouvertes, il l'a écouté en stéréo. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a fait chanter. Alors, ça a une suite, cette histoire. Moi, j'étais à l'époque à Europe 1 et j'avais mon petit bureau au-dessus du studio et j'allais travailler le dimanche soir pour le lundi, très tard. Et j'arrivais souvent à la fin du club d'Europe 1, qui était le grand rendez-vous journalistique de la semaine. Et il y avait Pierre Bérégovoy, qui était le premier ministre de Mitterrand. Et c'était le lendemain ça fait un scandale incroyable. Et il me dit, Michel Drucker, vous nous avez beaucoup déçus, vous avez fait saigner le cœur de beaucoup de socialistes hier soir. Comment avez-vous pu faire ça avec une salle qui était totalement manipulée? J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, tous les gens qui étaient là étaient des lecteurs de La Voix du Nord, de Monsieur Mauroy, des électeurs de gauche. Et ça a été incroyable. Oui, je crois que Laurent Fabius s'est plaint lundi à l'antenne. Jacques Lang aussi. Mais Mitterrand, il était très libéral. Il aimait beaucoup les artistes. Hein. Oui. Ce qu'il a laissé le Luron dire de lui. Remarquez, le Luron défendait Chirac. Moi, je me souviens de son dernier spectacle à Marigny, quand Giscard était président. Il terminait avec un costume de résistant. Et c'était Les Français parlent au français. Chirac élu en 81. Oh, non, mais ce qu'il a fait... le concierge, quand il jouait le concierge de la rue de Bièvre, oui, avec sa petite moustache de tyran, et je sais pas, quand il s'adressait à Roger Hanin dans la bergerie avec des textes de Bernard Mabille, c'était violent. Hein. Alors, il y a eu un autre moment violent qu'on n'avait pas oublié dans ce Champs-Élysées, c'est Gainsbourg et Whitney Houston. Ah ben ça, il continue à faire le tour du monde. Oui. Il y a encore des gens qui me parlent de ça, parce que cette séquence-là est considérée comme le plus grand scandale de l'histoire de la télévision, et ça passe comme les bêtisiers internationaux. C'était impensable à l'étranger. D'abord, on ne fait pas de direct, et puis on aurait été enregistré, ça avait été coupé au montage. C'était la vertu du direct. Mais on m'en parle encore. On m'en parle encore tous les jours. C'est-à-dire que, bon, elle a insulté Whitney Houston, Gainsbourg a insulté Whitney Houston. Il faut savoir que Gainsbourg, à l'antenne, il parlait, on ne comprenait pas toujours, mais dans la vie, il parlait normalement. C'était un numéro. C'était son grand numéro, évidemment. C'est quand sa barbe de 3 jours, il y avait un barbier qui s'en occupait régulièrement. Ses fringues, ses jeans, ils étaient bien choisis. Les chaussures répéto.
les vestes américaines, le petit blazer croisé, tout ça était très étudié. Il y avait un styliste qui dessinait le Gainsbourg. Et le jour de sa mort, Charles Trenet m'a dit Gainsbourg a tué Gainsbourg pour se venger de l'avoir créé. Ah oui, mais il avait le mot juste, hein, Trenet. Mais Serge Whitney Houston, c'était extrêmement violent. Voilà. Il y a quelqu'un qui a très mal pris aussi tout ça plusieurs fois, c'est votre mère, Michel Drucker. Mais j'en parle également dans le prochain spectacle. Je me souviens d'une émission avec Les Nuls, qui a été dévastatrice, où, quand je suis rentré chez moi le soir, il y a eu un message sur mon répondeur à 22h. C'est ta mère, arrête ça tout de suite. Comme si j'avais mon répondeur à côté de moi sur le studio Gabriel. Oh non, les Nuls, elle m'a fait la gueule longtemps. Parce qu'elle ne supportait pas. Non, mais Les Nuls, ils étaient surtout connus par le public de la chaîne cryptée Canal+. Quand ils sont arrivés pour la première fois sur une chaîne généraliste qui était Champs-Élysées, en direct, ça a été cataclysmique, parce qu'ils ont balancé des choses effrayantes. Et votre mère a aussi été scandalisée, Michel Drucker, par Jean Poiret, parce qu'il avait parlé des saisons du plaisir. Ça aussi, ça avait pas plu à la maison. Oui, c'était le film de Jean-Pierre Mocky, oui. Où l'arbre, l'affiche de la saison des plaisirs de Mocky, c'était un arbre, hein, un arbre fruitier, et il y avait des poires qui étaient en forme de bourse. C'était un appareil génital à chaque branche. Mais c'était reconnaissable immédiatement. Ce sont des plaisirs. Et il y avait l'appareil génital masculin sur toutes les branches. Je peux vous dire que... Et Jean Poiret était pas de me dire, Michel, vous allez terminer chez Berlusconi, vous allez terminer sur la 5, vous allez terminer sur une chaîne commerciale. Parce que Jean, c'était une merveille, avoir Jean Poiret avec soi, on appuyait sur un bouton, quoi. Il y avait 3 personnes comme ça, formidables, avec qui on appuyait sur le bouton. Il y avait Jean Poiret, Serrault, évidemment Serrault. Et puis, dans l'impro et dans l'humour différent, quelqu'un qui était d'une aisance incroyable à l'antenne, qui est Jean-Claude Brialy. Tout à fait. Hein, Jean-Claude il savait tout faire. On pouvait plaisanter avec lui, mais il y a maintenant des gens comme ça. Il y a Lucchini. Oui, on peut y aller avec Lucchini, il n'y a pas de problème. Lucchini, Poulvorde. Oui. On appuie sur le bouton. Oui. Dans un autre registre, Bigard, dans un autre registre. Hein. Et Bigard, ça peut partir loin. Il y a quand même des génies de l'improvisation. Alors, Champs-Élysées vous a permis de vous libérer. Vous êtes devenu presque le clown blanc grâce à cette émission, Michel Drucker. Oui, parce qu'à Champs-Élysées, j'ai eu justement à mes côtés souvent des dynamiteurs. Bedos, Le Luron, Desproges, Coluche, évidemment Les Nuls. C'est vrai que c'est une bonne école. Mais maintenant que je fais de la scène, que je suis seul sur scène, maintenant je commence à me mettre dans la peau des artistes. Je suis de moins en moins un raconteur d'histoire, un conteur, qu'un vrai artiste maintenant. Et ça, je dois à la première tournée où j'ai fait 130 dates, qui va passer dans quelques jours sur France 3, oui, le dimanche. À la place de France 2, Vivement Dimanche. Oui, comme il n'y a pas de Vivement Dimanche ce jour-là, il y a un match de rugby, on est en face. Et ça, je remercie la direction de France Télévisions, parce que c'est une grande fierté pour moi, parce qu'il y a l'essentiel des gens m'ont pas vu. Ah, voilà. Quand on fait 130 dates avec une moyenne de 3, 4 ou 500 personnes par date, ça reste un bon public de théâtre et c'est un succès. Mais à l'échelle de la télé, c'est une goutte d'eau. Voilà. On va reparler justement de ce second spectacle que vous avez lancé. Mais il y a beaucoup de gens que vous avez découverts. Il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup et qui ne l'oublie pas, c'est Laurent Gérard. C'est Laurent Gérard dans Studio Gabriel. Tous les soirs, ça a été une rampe de lancement fabuleuse. Ah oui, c'est une relation fraternelle avec Laurent. Il était avec Virginie Lemoine. Oui. C'était un duo que j'avais remarqué. C'était Jacques Martin. Car il faut rendre à Jacques Martin ce qui lui appartient. C'est que Jacques Martin a fait connaître beaucoup de gens. Il y avait la chorale Ainsi font fond fond. Dans sa chorale, il y avait Julien Courbet, oui, qui faisait des imitations. Il y avait Virginie Lemoine. Et puis il y avait Laurent Ruquier. Il y avait Laurent Ruquier. Et il y avait donc Laurent Gérard, venu de Lyon, venu de Bourg-en-Bresse, qui était un surdoué, qui avait fait ses classes dans les petits cabarets de Lyon et qui a fait la carrière incroyable. Les 2 plus grands que j'ai connus, dans ce registre-là, c'est évidemment Thierry et Laurent Gérard, dans des registres très différents. Mais Thierry avait autre chose. Thierry, il osait tout. Il avait un culot fou. Et ils ont un point commun tous les deux, ce sont des vrais chanteurs. Tout à fait. Quand Thierry s'est présenté au concours Jeu de la chance, sur Angers-Lanzac le dimanche après-midi, il était dans
dans les catégories des voix lyriques. Tout à fait. Mais Laurent Gérard, vous l'avez sauvé plusieurs fois parce que il faisait les Zap Actualités qui étaient détournées l'actualité. Alors ça avait coûté. Il faisait ce qu'on voit sur TF1 maintenant le soir avec Canteloup. Et voilà, et ce qui avait été détournement d'image. Voilà, ce qui avait été interdit au temps de la boîte à sel, première émission de Tchernia. C'est De Gaulle qui l'avait interdit. En fait, Michel Debré avait été détourné comme ça, ce que le ministre de l'Intérieur avait très mal pris. Donc il avait voulu censurer l'émission, et l'émission s'était censurée avant que le ministre intervienne. Ah oui, c'est vrai, c'était... Mais c'était... Les actualités, le détournement d'image, c'était magnifique. C'était magnifique. Il travaillait beaucoup. Il y avait beaucoup d'images, d'archives. Et non, mais Laurent Gérard, il a la grâce, Laurent. Oui, mais en même temps, il y a quelqu'un qui l'a très mal pris, c'est Édouard Balladur. Je crois que plusieurs fois. Je vous demande de vous arrêter. Ah oui, mais cela dit, il faisait un feuilleton tous les jours où il mettait Balladur en boîte. Je me souviens que Balladur le prenait très très mal. Son directeur de cabinet avait appelé. Je dois dire que notre patron de l'époque, qui était Jean-Pierre Elkabbach, nous a bien protégés. Il nous a jamais demandé d'arrêter. De nous arrêter comme de demander Balladur. Alors, après Studio Gabriel, il y a eu Vivement Dimanche. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que l'invité de Vivement Dimanche chaque semaine, c'est pas venu tout de suite. Il a fallu un an. Vous avez rodé la formule avec d'autres. On a ramé beaucoup. Oui. On a ramé pendant un an. Vous savez, succéder à Jacques Martin. Et j'aime bien dire succéder parce que remplacer était irremplaçable. La succession de Jacques Martin était compliquée. Quand il est tombé malade, c'est Jean-Claude Brialy qui l'a remplacé. C'est lui qui l'a d'abord remplacé comme présentateur pendant plusieurs mois, qu'il avait son AVC. Et quand on a décidé d'y aller, on a ramé parce que les gens pensaient que je prenais la suite de Brialy, que je reprenais la formule avec l'avenue de Wagram, le dimanche de Martin, présenté par moi. Donc ils attendaient l'école des fans. Et on a ramé pendant un an. Oui, première année, je crois qu'il y avait C. Jérôme, garçon. Oui, il venait parler des années 60. Oui. Et il y avait Benjamin Castaldi, que vous avez lancé aussi. Benjamin, il a fait ses classes chez nous, bien sûr. Et il y avait comme Gaël Le Forestier. Il y a même la petite Laurence Ferrari. Je dis la petite parce qu'elle était sur Europe 1, elle était venue parler de santé. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés chez nous. Et c'est vrai que Studio Gabriel était une rampe de lancement. C'est la première fois que j'acceptais un talk show quotidien pendant 5 ans. Et là, je peux vous dire que au début, on a eu du mal et puis ça s'est installé assez vite finalement. Oui, et puis Vivement Dimanche, vos autres émissions, vous aviez des spectateurs fidèles qui vous appelaient, dont Jean Ferrat. Jean Ferrat, vous avez... Jean, c'est un rapport de frère avec Jean. Jean, je continue à avoir des contacts avec sa femme, avec tous les gens d'Entraigues, où je vais au moins une fois l'été, avec les copains, et Ferrat, c'est autre chose. Puis Ferrat, c'était l'idole de ma mère. Ferrat, c'était Nuit et brouillard. C'était la déportation, parce que son frère est mort en déportation. C'était quelqu'un qui représentait une gauche qui y croyait encore. Dans mon nouveau spectacle, je dis Jean Ferrat, je lui rends hommage en disant Jean Ferrat, le camarade de la France d'en bas qui attend le grand soir. Bon, mais il n'a jamais eu sa carte du Parti communiste, mais il était encore, il avait cet idéal toujours. Aujourd'hui, il serait dévasté. Il serait dévasté de voir ce qui est devenu la gauche. Mais bon, puis Ferrat, c'est quand même Aragon. Ferrat, c'est des chansons incroyables. Et on est devenus assez amis. On se voyait beaucoup et je lui rendrai toujours hommage. D'ailleurs, au mois de mars, le 15 mars, je vais faire un Vivement Dimanche spécial Jean Ferrat. On fêtera les 10 ans de sa disparition. C'est 10 ans déjà, et puis Ferrat, comme d'autres, vous les évoquez dans ce spectacle qu'on va citer et dont on va largement parler à travers une date, le 14 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Drucker. 14 janvier 2020, première de De vous à moi. Deuxième spectacle, c'était à Rouen pendant 3 soirs, c'était il y a quelques jours. Et ça y est, le virus de la scène, il est pris. Oui. Alors qu'au début, je me souviens, à 3-4 ans, vous aviez démarré le premier spectacle sans trop y croire, Michel Drucker. Non seulement j'y croyais pas, mais la salle, 1 mois avant, ou 2 mois avant, la salle était à moitié vide, et encore, parce que c'était après le Bataclan. Oui. C'était le 15 janvier 2016, et 2015, c'était après le Bataclan. Donc, il n'y avait personne dans les rues le soir. Tous les spectacles étaient annulés. Et puis, avec le producteur de l'époque, on a décidé quand même de voir ce que ça donnerait. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde
donc comme réservation le premier jour, pas plus le deuxième. Mais je voulais quand même si c'était 100, 200, 250 personnes, c'est un café-théâtre. Oui. Donc moi, je préférais qu'on dise que Drucker commence sur scène dans une salle à moitié vide, de dire qu'il annule sa tournée faute de location. Et avec le phénomène de réservation par Internet au dernier moment, voilà, on a fait une promo sans doute assez efficace dans les jours qui ont précédé. Et c'était à Rennes. On a joué 2 fois et c'était plein. Il y avait 500 ou 600 personnes. Et après, j'ai fait 130 dates jusqu'à la dernière à Tel Aviv. Alors, ce nouveau spectacle de vous à moi, l'affiche est claire et précise. Il y a 2 Drucker. Voilà, ça c'est une idée qu'ont eu à la fois ma fille Stéphanie et un graphiste qui a beaucoup de talent qui s'appelle Anthony Sebaun. Et ils ont eu cette affiche-là. Et après, ils se sont dit, mais ce serait bien que les 2 soient sur scène. Et la vraie trouvaille de ce spectacle, dont a dépendu la construction. On a construit, j'ai écrit ce spectacle, je l'ai construit différemment parce que on est tous les 2 à 10 reprises sur scène. Drucker à 35 ans et Drucker aujourd'hui. Et ce n'est pas un hologramme, et ce n'est pas des images que j'ai pas doublé ma voix sur des images des rendez-vous du dimanche. Alors je vous laisse deviner comment on a fait, mais c'est très pointu, et ça m'a demandé, et ça me demande encore pour moi, il me faudra encore une dizaine de villes, beaucoup de précision, parce que je dois me répondre à la seconde près. Alors, ce spectacle, il y avait une crainte, un deuxième spectacle, on dit, oh, c'est la même chose que le premier. Pas du tout. Non. Vous avez totalement innové, Michel Drucker. Oui, j'ai pas voulu qu'on dise, bah oui, bon d'accord, c'est la suite du premier, dans la forme comme dans le fond. Donc là, il y a plusieurs parties, il y a, justement, on l'a évoqué avec Thierry Luron, il y a ce que les humoristes osaient faire sur le plateau, et plutôt que les voir le faire, je l'ai voulu l'expliquer moi-même et raconter comment je l'ai vécu. Il y a les nuls, évidemment, il y a des proches, et il y a le Luron, entre autres. Coluche, il y a un clin d'œil à Coluche, et il y a évidemment la force des nuls et la force animale à sang-froid qui étaient des proches. Des proches osaient des choses absolument incroyables. Et puis, il y a une partie où je raconte les vraies relations que nous avons avec les téléspectateurs. On raconte jamais ce que c'est. Qui sont les fans, les fidèles des gens qui sont à la télévision depuis des années. Donc j'en suis à ma 3e génération, donc j'ai sélectionné 3 ou 4 rencontres ou lettres ou correspondances qui m'ont marqué. Certaines sont très drôles, donc sont très émouvantes. Ensuite, il y a mes rapports avec les jeunes. Qu'est-ce que la jeunesse dit d'un vieux bonhomme comme moi? Il y a également une anticipation, il y a aussi une autodérision où je reviens sur tout ce qu'on a dit de moi, trop gentil, trop complaisant, si vous regardez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, donc je fais un peu d'autodérision. Il y a également une partie où je me demande ce qu'on dira de moi quand je serai plus là. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc j'imagine les unes après mon départ. Et puis dans la dernière partie, je cite Saint-Augustin et Victor Hugo qui disaient que les morts sont des invisibles et pas des absents. Et c'est encore moins vrai que lorsque ce sont des poètes. Et là on entend Traîner, votre ami Traîner qui chante longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Et à partir de là, je vais retrouver, par leur voix ou par des images, Romy Schneider, Montand, Bourvil, De Funès, Montand, Mitterrand, Delpech, tous ceux qui me manquent, et on les entend. Il y a également les Tontons Flingueurs, on retrouve Ventura et on retrouve Blier. Mais la force des voix et de l'image fait qu'on n'a même pas besoin de les voir. Quand on entend des répliques des Tontons Flingueurs d'Audiard par Blier, on n'a pas besoin de le voir. Les gens, dès qu'ils écoutent, sourient. Alors, vous dites aussi, Michel Drucker, que votre bureau est un mausolée. Ben oui. Ben écoutez, vous et moi, Jacques, vous, avec vos premières années bouvardesques, et moi, avec tous les mentors que j'ai eus, c'est terrible, quoi. Je veux dire que la nouvelle génération, c'est bien qu'on leur dise, qu'on leur explique qui était Gabin, qui était Lino et qui était De Funès. Bien sûr, ils savent pas. Ils savent pas. Alors, heureusement, et c'est la force des dialogues de l'époque qui n'ont pas vieilli, c'est que lorsque les Tontons Flingueurs repassent à la télévision pour la 40e fois, ils font le même carton, et qu'il y a comme ça des personnages cultes. Bourvil, Fernandel, Montand et De Funès
sont des incontournables. Même les gosses rient à De Funès. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que, bon, malgré qu'on vous ait plusieurs fois traité de has-been et menacé de disparaître, vous êtes toujours là. Et justement, vous prenez une place que personne n'occupe. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette mémoire de la télévision. Et la jeune génération vous aime, Michel Drucker, parce qu'elle a besoin de cette mémoire. Et puis, il y a surtout, ça, c'est un sujet qui est totalement actuel, les retraites. C'est le dossier qui fâche. Mais il y a un chiffre que j'ai en permanence dans ma poche, mais que je connais par cœur. Il y a 15 millions de seniors aujourd'hui en France. 15 millions de plus de 60 ans. Et dans les 25 ans, ils seront 25 millions. Et il y a 20 000 centenaires. La première, je lui rends hommage sur scène, que je l'ai interviewé. La première interview qu'on a donnée, c'est moi qui l'ai accouché, qui était Jeanne Calment. Donc, depuis Jeanne Calment, il y a 20 000 centenaires, 20 000 centenaires, ce qui est considérable. Regardez, aujourd'hui, notre ami Philippe Bouvard, 90 ans, il est à l'antenne. J'aime les citer tous. Polanski, à 86 ans, vient de faire un film magnifique qui est Dreyfus. Lelouch est dans sa 83e année, il prépare un nouveau film. Hugo Frey, 90 ans, fait 50 galas par an. Je ne parle pas de ceux qui continuent à enchanter les seigneurs et qui font partie de la troupe achetant des têtes de bois. Ou même les années 80. Vous avez vu le succès des années 80 ? Ils font les stades. Non, mais c'est vrai que bon, vous n'avez pas envie d'arrêter, et au contraire, le travail vous maintient en forme. Et puis surtout, c'est pas vous que je vais dire ça, vous qui êtes une encyclopédie de la chanson française, c'est que les bonnes chansons populaires ne meurent jamais. Et jamais. Alors, j'ai cherché un peu dans les archives, et je me suis aperçu qu'il y a quelqu'un qui a aussi compté pour vous, c'est Antoine Decaune. Car je crois que les premières émissions humoristiques, c'était avec Antoine Decaune, Michel Drucker. Oui, j'ai fait des bêtises avec lui, mais j'ai surtout été l'assistant de son papa. Oui, Georges Decaune. Donc j'ai connu Antoine gamin. Ah bah, son père était formidable, son père avait un humour en béton. Et il a connu Jacqueline Joubert, sa femme, donc la mère d'Antoine Decaune, dans Oui. les coulisses du journal télévisé, quand à l'époque, il y avait des images qui défilaient sans commentaire, et les journalistes, qui étaient Pierre Charnier et quelques autres, racontaient n'importe quoi comme commentaire. Oui. C'était pas un problème. Oui. À l'époque, notre première formation, c'était, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? T'es en cabine ou t'es pas en cabine ? Commentaire cabine et commentaire plateau. Et commentaire cabine, ben, on débutait tous par les commentaires cabine, on ne connaissait que notre voix, mais la citation était capitale. C'est-à-dire, et maintenant, on va entendre maintenant un reportage au stade de Colombes pour les championnats de France d'athlétisme avec Michel Drucker. La première fois on prononce votre nom et on entend votre voix, c'est la première étape de la notoriété. Ensuite, on s'habitue à votre nom, à votre voix, et ensuite, un jour, on met un visage sur la voix. Et après, l'important, c'est de mettre le bon nom sous le bon visage. Et là, il faut 20 ans. Voilà. Et il y a eu d'ailleurs, moi, je me souviens d'une séquence de Monsieur Cinéma où vous êtes avec Jean-Claude Brialy au printemps et une autre aussi où vous faites un canular dans une station Total en face de la maison de la radio. Oui, juste en face. Oui. Oui. Où les gens me reconnaissent, c'est bien, voilà. Ah, vous n'êtes plus à la télé ? Je dis si, mais c'est un métier d'appoint, c'est du mi-temps. Et les gens trouvent normal que je verse de l'essence. Et Roger Coudert avait fait ça également. Mais ça, c'est la grande époque des roulants. On a parlé de surprise. Mais avant, il y a la caméra cachée. La caméra invisible. La caméra invisible, la caméra cachée, c'était les pionniers de l'invisible, quoi. Jacques Rouland et Pierre Bellemare qui ont inventé tout ça. Jacques Legras. Et Jacques Legras. Et vous avez même travaillé pour Le Petit Rapporteur. Vous avez fait deux reportages. J'ai fait 2 reportages avec Jacques Martin. J'ai fait un reportage avec un type qui avait battu le record du monde de course autour d'une table de cuisine. Oui. Donc le mec, il tournait sa table de cuisine, il a tourné pendant des heures et plusieurs jours, dans le même sens. Et donc je l'avais présenté comme un grand champion. Et puis il y avait un gars formidable qui avait inventé une signalisation comme la sécurité routière dans les églises pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage au moment de la quête et au moment de la messe. Le Père Mollet. Le Père Mollet. Donc il y avait donc un feu rouge au moment de la communion, pour pas qu'il y ait de bousculade, rouge, vert, ligne jaune, etc. Et alors, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est là où j'assistais à des tournages incroyables. Parce que bon, Montcuq, le village de Montcuq, présenté par Daniel Prévost, c'est un classique. Prévost et des proches se battant à coups de saucisse. C'est un charcutier. Et l'interview de Françoise Sagan par des proches reste un truc unique au monde. Donc, ce que vous racontez dans ce spectacle de Vous à moi, Michel Drucker, sur l'humour, vous dites qu'il y a 40 ans, vous faisiez des choses qu'on peut peut-être plus faire aujourd'hui. Non, impossible. Un exemple ? Oui. Bon, un exemple. Un couple. Fausse pub. Une porte. Un couple qui gémit. Qui est une partie de jambes en l'air. 8 millions de gens.
Champs-Élysées, 21h30. Les nuls sont là. Pub, fausse pub, et on entend une voix grave en sous-titre qui dit « Le bonheur, c'est simple comme un coup de pine ». Il est 21h30. Bon, ma mère est au bord du malaise vagal, mais ça, aujourd'hui, on ne le regarde pas. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Des proches me remplaçant à la présentation de l'arrivée des stars à Champs-Élysées, où ils se payent Sheila, ils se payent Fugain, ils se payent tout le monde. Finalement, vous avez eu un parcours privilégié, vous vous rendez compte avec le recul, Michel Drucker? Oui, et en réalité, il s'est passé beaucoup plus de choses subversives sur le plateau qu'on l'imagine. Parce que c'est vrai que, apparemment, j'ai l'image de quelqu'un bien élevé, bien lisse, pas un mot plus haut que l'autre, bienveillant, plus que bienveillant. Souvent, on me reproche d'avoir une grande connivence avec les artistes. Mais quand on voit mes émissions, et j'en ai revu pas mal pour préparer ce spectacle, quand on regarde ce qu'il disait à Studio Gabriel, et quand on regarde ce qui s'est dit dans Vivement dimanche prochain, avec Bénichou, avec Miller, avec Gueluc, je peux vous dire que les hommes politiques qui sont dans Vivement dimanche prochain pendant plusieurs années, ils s'en sont souvenus. Hein. Oui, et alors moi je me souviens aussi d'une émission au Canada, une des premières émissions que vous êtes arrivé au Canada, où vous êtes une star là-bas, Michel Drucker, vous étiez en chef indien. Ça aussi c'était inattendu. Oui, c'est fou ça. Oh, ben, le Canada, c'est une grande aventure. Je suis allé là-bas en 64-65. C'était pas encore TV5, c'était TVFQ Canal 99. C'était les premiers échanges entre la francophonie et la France et le Québec. Et c'est là où j'ai commencé, et c'est là où j'ai rencontré les premiers, jusqu'au moment où je deviens un peu le parrain de Céline Dion, qui n'était pas née quand j'étais là-bas, et qui vient un jour à Champs-Élysées alors qu'elle a que 16 ans. Voilà pourquoi, sur le rapport avec le Québec, pendant longtemps, et encore maintenant, je suis considéré comme le tonton européen de Céline Dion. Ça veut dire que De vous à moi, ce spectacle que vous jouez en France, alors Courbevoie, ce sera dans quelques jours le 2 février. Ensuite, il y a Pont-à-Mousson et Orange le 14 février. Oui. Ensuite, une tournée en Belgique, au mois de mars, la Belgique, et puis Chatou le 12, tout près de Paris. Et peut-être un jour le Québec, non? Oui, il faudrait, ça fait longtemps. Déjà, même, il en était question pour le premier spectacle. Mais oui. Mais j'avais un projet que j'ai toujours avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde. C'est d'aller faire un tour dans toutes les capitales du monde où il y a des expatriés, des Français expatriés. Par l'Alliance française, je peux vous dire qu'il n'y a pas une capitale dans le monde où il n'y a pas 1000, 2000, 3000 Français. À Phnom Penh, il y en a 3000, il y a un lycée français. Et j'aimerais bien, enfin, je ne parle pas de la francophonie, évidemment, et de l'Afrique où j'ai envie d'aller. Mais là, j'en ai pour un moment. Oui, eh ben vous allez continuer comme ça avec la télévision. Donc, je rappelle que Courbevoie de février, tout le mois de février, les dates sont sur Internet, il y a De vous à moi, que dimanche, sur France 3, il va y avoir... À 13h30, la captation du premier spectacle et un documentaire de Richard Valverde qui raconte l'histoire de cette folie douce à mon âge de se lancer sur scène. Continuez comme ça, et puis vous êtes là pour la 700e, vous serez là pour la 1000e, je vous le promets. Merci, cher Jacques, merci beaucoup. Merci Michel Drucker, et puis dans quelques instants, on va retrouver bien sûr Brigitte Lahaie comme tous les jours, et nous on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.